Dès son premier roman, Hygiène de l'assassin, paru en 1992, Amélie Nothomb s'est imposée comme une écrivaine singulière. En 1999, elle obtient, avec stupeur et tremblement, le Grand Prix de l'Académie française. Premier sang est son 30e roman, publié chez Albin Michel. Nous arrivons déjà au terme de cette présentation de la rentrée littéraire Albin Michel. Tous ces livres que vous allez pouvoir dévorer dès la fin du mois d'août, ils seront en librairie. Et une rentrée littéraire Albin Michel ne serait pas une rentrée littéraire Albin Michel sans votre présence. Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour Philippe. Quel plaisir de vous accueillir. 30e titre. 30e roman pour cette rentrée, Premier sang. On va parler de ce livre qui est peut-être très particulier dans votre parcours d'auteur. La première scène est saisissante. C'est un homme qui va parler à la première personne. Il est face à un peloton d'exécution. On comprendra au fil des pages qui est cet homme et pourquoi il est devant ce peloton d'exécution. Et il se pose surtout la question, comment ai-je fait pour en arriver là? Et alors qu'on le met en joue, les souvenirs vont affluer. Comment est né ce roman, sans dévoiler tout de suite qui est ce personnage qui nous raconte l'histoire? Ce roman comment vous expliquer? L'expérience du peloton d'exécution m'a toujours fascinée. Le peloton d'exécution est très important dans l'histoire de la littérature. Dostoïevski a écrit le plus beau peloton d'exécution qu'on puisse imaginer. Il raconte cette scène autobiographique où il a cru, mais jusqu'au dernier instant, qu'il allait mourir. Et à cette occasion, il éclate le temps de façon absolument spectaculaire. Il dit que le temps ne cesse de se scinder et que le moment de la mort, plus il approche, plus il se recule et qu'on le vit comme un vertige extraordinaire. Ça m'avait toujours fait le plus grand effet quand j'avais lu ça chez Dostoïevski. Et puis, au début du premier confinement, il se trouve que j'ai perdu mon père. Mon père est mort. Et ça m'a fait évidemment un très grand effet. Bon, ça arrive à tout le monde, mais il se trouve que pour moi, ça a été d'autant plus terrible que je n'ai pas pu me rendre à son enterrement, donc ça a été vraiment extrêmement dur. Et j'ai beaucoup réfléchi sur mon père et sur la mort. Et je me suis rappelé que mon père avait connu l'expérience du peloton d'exécution. Mon père a été, comme jeune diplomate, posté en Afrique, et il a été le négociateur pendant la plus grande prise d'otages du XXe siècle. Il a négocié pendant 4 mois avec les rebelles tout en étant lui-même otage. Et les rebelles étaient vraiment très agressifs, enfin, ils voulaient en découdre. Et lors de cette expérience de négociateur, il a connu l'expérience du peloton d'exécution. Il a été conduit devant le peloton d'exécution et il a vraiment cru que sa dernière heure était arrivée. Et voilà comment nous arrivons donc devant ce peloton d'exécution. Et très vite, au fil des pages, nous allons comprendre que cet homme qui nous raconte son histoire, oui, c'est votre père. C'est mon père. Mon père, parlant à la première personne du singulier. Je devine que ça a l'air extrêmement étrange, mais comment vous expliquer? Cette expérience qu'a vécue mon père m'a toujours tellement fascinée. Il a écrit un livre sur son expérience d'otage et comme mon père était un homme très pudique, il a pour ainsi dire escamoté le passage du peloton d'exécution. Il a raconté tout le reste, ses négociations, mais pas ce passage-là. Ce vertige-là, il ne l'a pas raconté. Et je me suis demandé ce qu'il avait pu éprouver lors de sa première rencontre avec la mort. Voilà, ce livre raconte la première rencontre de mon père, jeune homme, il avait 28 ans, avec la mort. Et comment il en a triomphé. Lorsque l'on est face à la mort et lorsqu'on se rend compte que l'on est face à la mort, quels sont les souvenirs qui reviennent? C'est ce que vous nous racontez et à partir de là, le narrateur, votre père donc, va puiser, va remonter jusqu'à son enfance. Oui. Et c'est l'occasion peut-être aussi pour vous de présenter au lecteur votre famille, l'aristocratie belge, ces familles parfois un petit peu désargentées où on donne à peine à manger aux enfants parce qu'en plus on en a une ribambelle à faire grandir. Comment vous-même vous êtes-vous plongé dans
dans ses souvenirs, tout en rappelant que donc l'écriture de ce roman s'est faite au lendemain de la disparition de votre père. Quelle force avez-vous trouvé pour vous plonger dans les souvenirs de la famille? Mais cette force, c'était l'amour que j'ai pour mon père et le manque que j'avais de lui. Mon père a commencé à me manquer terriblement fort et à me manquer de plus en plus. Je n'étais pas là aux funérailles. Quand enfin j'ai pu me rendre sur sa tombe, il était bien tard. Il me manquait tellement que j'ai éprouvé le besoin de me reconnecter très fort avec lui. Et comment se reconnecter plus fort avec lui que non seulement lui consacrer un livre, mais un livre dans lequel c'est lui qui parle. Je voulais retrouver sa voix à lui dans ce livre. C'est pour ça que ce livre est écrit à la première personne du singulier. C'est mon père qui dit « je ». Et j'imagine mon père, même pas racontant sa petite enfance, mais vivant sa petite enfance. Il paraît que quand on va mourir, on voit défiler toute sa vie devant ses yeux. Donc je raconte mon père racontant ses premiers souvenirs, son commencement avec la vie, petit enfant à Bruxelles, puis découvrant la famille Nothomb, qui en effet est une famille très très particulière. Mon père a eu une enfance assez dure puisque il était lui-même orphelin. Le père de mon père est mort 8 mois après la naissance de mon père, donc il ne l'a jamais connu. Il a toujours connu sa mère éplorée, veuve, inconsolable de son mari, qu'elle aimait à la folie. Mon père était enfant unique, il a grandi très seul. Quand finalement il a rencontré la famille Nothomb, donc la partie paternelle de sa famille, il a été absolument sidéré par l'espèce de tribu de sauvages. C'était une aventure pour lui d'aller voilà, en vacances chez eux. Il faut le dire, rencontrer les Nothomb, c'est rencontrer une tribu de sauvages. Il ne savait pas qu'il appartenait à une tribu de sauvages, il a eu l'occasion de le découvrir. Lui qui était un petit enfant des villes, assez protégé, assez précieux et très seul. Il a dû apprendre à s'adapter à ce milieu-là. On ne l'appelait Paddy. Il s'appelait Patrick, mais on l'appelait Paddy, c'est le petit surnom qu'il avait. Oui. Et on sent, et il le raconte finalement, je dis il le raconte, puisque c'est votre père qui parle dans ce roman. La relation avec sa mère était difficile dans la mesure oui. où vous l'expliquez, veuve éplorée qui n'a jamais su transmettre l'amour qu'elle aurait dû avoir pour son enfant à partir du moment où elle a été veuve en 1937. C'est ça, donc elle aimait beaucoup son petit garçon, mais elle a trop vite perdu son mari, ce qui fait qu'elle n'a eu que du chagrin à lui transmettre. Et mon père, comme tous les petits garçons, adorait sa mère, qui était très belle, très, très majestueuse, mais elle ne parvenait pas à lui donner. Elle éprouvait certainement de l'amour pour lui, mais elle ne parvenait pas à le lui montrer. C'est ça. Ce qui veut dire que le jeune Patrick va grandir finalement avec ses grands-parents maternels, oui. mais très régulièrement, il va être envoyé chez ses grands-parents paternels, donc les sauvages, la famille Nothomb. Et là, c'est vrai que c'est un véritable terrain d'aventure. On est dans une vieille demeure. Oui. Il y a la cloche qui sonne pour appeler tous les enfants autour de la table, mais il n'y a pas souvent grand-chose à manger. Oui. Mais en revanche, il y a de l'affection. En tout cas, il y a une certaine façon de se donner de l'affection. Oui, il y a une certaine façon de se donner de l'affection. Les Nothomb font bon accueil au petit Patrick, tout en le regardant avec consternation, parce que on voit arriver un petit garçon avec de longues boucles, on dirait une petite fille, il porte un costume marin, il est tiré à 4 épingles, alors que au château des Nothomb, on crève de faim et on s'habille de guenilles. Et il y a une forme d'affection, mais c'est la rude affection d'une troupe de barbares qui survit en arrachant des racines dans la forêt. Je précise qu'il y a 7 enfants. Il y a eu un remariage dans la famille Nothomb, et finalement, Patrick a des neveux neveux et nièces qui ont quasiment son âge. Qui ont son âge. Donc il doit s'intégrer dans une tribu d'enfants sauvages qui ne lui font pas de cadeaux. Mais il s'intègre très bien. Il a beau être un petit garçon délicat, il s'intègre très bien parce qu'il est malin. Et voilà, c'était bouleversant pour moi d'écrire, voilà, mon père enfant, mon père s'intégrant dans la famille, trouvant sa place, une place qui n'était peut-être pas celle qu'il avait convoitée, il voulait être un héros, et c'est là le grand paradoxe, c'est que cette trajectoire complètement sinueuse a fait finalement de lui un véritable héros, puisque, on le sait au début et à la fin du livre, mon père a été un héros pendant cette prise d'otage, a sauvé la vie de milliers de personnes en étant le négociateur et en risquant sa vie chèrement.
Finalement, en écrivant cette enfance de votre père, vous allez aussi sur les traces de votre propre famille. Oui. Aviez-vous un jour imaginé raconter votre grand-père Nothomb avec cette façon de diriger les enfants un peu particulière? Ça s'est imposé à vous ou c'est quelque chose qui vous trottait déjà dans la tête? Ça ne me trottait absolument pas dans la tête. J'ai en effet un arrière-grand-père qui était poète, qui s'appelait Pierre Nothomb, qui était assez connu en Belgique de son temps. Je dois dire que je regardais tout ça d'un œil lointain et je n'étais pas sûre d'éprouver une grande sympathie pour ce personnage. Mais je sais que mon père l'adorait. Mon père, c'était son grand-père et il a beaucoup fait pour s'occuper de ce petit orphelin. Donc, tout à coup, j'ai décidé, écoute, on s'en fiche un peu des sentiments que toi tu éprouves pour Pierre Nothomb. Pense à ton père. Qu'est-ce que lui éprouvait pour son grand-père? Qu'est-ce qu'il a pu éprouver quand il a débarqué tout seul dans ce château, dans la tribu, et qu'il a dû s'adapter à ces mœurs étranges. Lorsque votre père est face à ce peloton d'exécution, ce sont les images de l'enfance qui reviennent. Oui. Quel lien faites-vous entre l'enfance et la mort? L'enfance est tout près de la mort. On ne sait pas ce qui se passe après la vie, on ne sait pas ce qui se passe avant la vie, mais nous avons toutes les raisons de penser, enfin moi j'ai tendance à penser que ce qui se passe après la vie, c'est la même chose que ce qui se passe avant la vie. L'enfant surgit de la mort, avec ce mystère dont il est somme toute plus près que nous n'en sommes proches. Vous avez fait votre deuil avec ce livre, il y avait ce besoin-là aussi en confiant cette histoire au lecteur. Est-ce que c'était une façon pour vous de peut-être de tourner une page, de clore un chapitre et de faire peut-être la paix avec cette disparition? Je pense que ça a été pour moi l'occasion de faire mes véritables adieux à mon père. Bon, on ne se sépare jamais de son père, on n'a jamais fini son histoire avec son père, mais j'avais besoin vraiment de me reconnecter avec lui, mais à fond. L'espace d'un roman. En plus, ça tombait très bien, si j'ose dire. C'est le 30e roman que je publie, mais en vérité, c'est le 100e manuscrit que j'écris. Et je trouvais que consacrer mon 100e manuscrit à mon père, je suis sûre que lui, avec sa passion pour les chiffres, et surtout les chiffres impressionnants, ça lui aurait fait plaisir. Votre travail d'écriture a été le même que pour les précédents titres, ou l'avez-vous écrit différemment, ce manuscrit? C'était différent que les précédents parce que je ne cessais de prendre mon père à témoin. Comme j'essayais vraiment de devenir, lui, l'espace de l'écriture d'un livre, très souvent je l'interrogeais, j'étais là en train de lui dire « c'est comme ça hein, que tu as vécu ça ». Et bon, je n'obtenais pas de réponse directe, la réponse on l'obtient au moment de l'écriture. Finalement, quand on écrit les choses à fond, on peut parfois sentir qu'on est dans le vrai et se dire, oui, à ce moment-là, sans doute que c'est exactement ce qu'il a éprouvé. Il y a 2 ans, vous aviez publié Soif. Oui. C'était le Christ qui parlait à la première personne Oui. et qui marchait vers la mort. Oui. Aujourd'hui, vous racontez votre père à la première personne qui marche vers la mort. Oui. Alors, je suis sûre que papa aurait adoré être associé au Christ de cette manière. C'est lui qui m'a parlé de Jésus pour la première fois. Et il avait beaucoup d'estime pour Jésus. Par ailleurs, papa adorait qu'on parle de lui. Donc je pense que s'il nous écoute aujourd'hui, et je n'exclus pas cette hypothèse, il ne doit pas être mécontent. C'est un livre d'apaisement? Je pense que c'est un livre d'apaisement parce que même si j'ai toujours eu une très très belle relation avec mon père, ça n'a pas toujours été facile. Une relation avec son père est forcément une relation très complexe. Donc là, vraiment, dans ce livre, je crois que tout s'est apaisé. Le titre Premier sang s'est-il imposé? Oh oui, il n'y avait aucune hésitation. D'abord parce que mon père est mon premier sang, c'est évident. Aussi parce que mon père était allergique à la vue du sang, c'est-à-dire qu'il s'évanouissait à la vue du sang, ce qui déjà n'est pas très facile à vivre, mais c'est encore beaucoup plus difficile à vivre quand on est le négociateur lors d'une prise d'otage pendant laquelle il y a eu quand même tellement de morts. Mon père voyait les otages tomber comme des mouches autour de lui et il savait qu'il n'était pas question qu'il s'évanouisse puisqu'il était le négociateur. Son seul moyen de sauver le plus de vies humaines était de continuer à parler avec les rebelles. Donc il a dû vaincre sa phobie du sang, il a dû la vaincre pendant cette prise d'otage.
C'était un personnage de roman quelque part. C'était certainement un personnage de roman. Volontairement, j'ai fait le choix de ne pas lire d'extrait de votre livre. Néanmoins, je tiens à préciser qu'il y a des passages. Il y a des passages qui sont assez drôles lorsque l'on découvre la famille, toute cette ribambelle d'enfants. Et puis il y a des passages qui sont d'une grande poésie, d'une grande sensibilité. C'est un roman qui vous secoue énormément. Ça s'appelle Premier sang. C'est votre actualité, Amélie Nothomb, votre 30e titre en librairie à la fin du mois d'août. Merci de votre présence ce matin. C'est avec vous que nous allons clore cette rentrée littéraire Albin Michel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de voyages, des voyages dans le temps, des voyages sur différents continents, des voyages avec des personnages qui vont vous faire rêver mille et une vies, parce que c'est aussi cela, le rôle de la littérature, c'est vivre mille et une vies. Merci à tous les auteurs qui nous ont accompagnés, merci aux équipes Albin Michel et aux équipes techniques qui ont permis la concrétisation de ce rendez-vous. Passez un très bel été et puis à bientôt en librairie avec les auteurs Albin Michel. Merci à vous.